Bienvenue sur ce webinaire Adaptaville et Solutions Pro sur le choix des bonnes protections solaires en rénovation. Avant de commencer, faut que je vous informe donc que ce webinaire est enregistré et qu'il y aura un enregistrement disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pas de souci pour vous qui participez parce que vous ne serez pas enregistré car votre caméra et votre microphone sont coupés et que vos questions seront posées dans l'onglet questions et réponses qui ne sera pas visible sur le replay. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat, donc qui nous sommes. Donc on est une association créée par la ville de Paris, qui a pour mission la mise en place du plan climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et on est également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Donc on est un espace France Rénov'. Donc tout au long de l'année, on va mener des actions en lien avec les enjeux environnementaux de la ville. Donc ça va être la rénovation énergétique, la végétalisation, l'installation de panneaux photovoltaïques, l'adaptation au changement climatique via Adaptaville, etc., etc. Je ne vais pas tout citer. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet euh, de l'Agence parisienne du climat. Euh, Donc pour vous en tant que professionnel, vous pouvez utiliser l'outil Coach CoPro pour répondre à tous ces enjeux. Donc cet outil vous permet d'avoir accès à un centre de ressources, voilà, un centre de ressources en ligne. Vous pourrez y retrouver des exemples de copropriétés qui ont été rénovées avec les fiches de copropriété. Il y a donc également sur Coach CoPro un annuaire qui est associé, où vous pouvez vous faire référencer en tant que professionnel. Donc là, voilà, c'est une capture d'écran de l'annuaire de la métropole du Grand Paris. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui présents pour un Solution Pro. Donc c'est un rendez-vous, un webinaire qui a lieu tous les mois pour parler, rester informé des évolutions et des innovations en matière de rénovation énergétique et partager des retours d'expérience sur des projets qui auraient abouti. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'onglet Agenda de notre site internet de l'Agence parisienne du climat. Et les replays des différents webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube quelques jours après que le webinaire ait eu lieu. Et enfin, le prochain rendez-vous professionnel, donc le prochain Solution Pro, ça sera le 7 juillet de 17h30 à 19h et ça portera sur le sujet de la géothermie en copropriété avec un retour d'expérience sur un projet qui a abouti. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire directement sur notre agenda sur le site de l'Agence parisienne du climat. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, donc le webinaire commence par moi, donc David Goutal, donc je suis le chargé de mission conseil et accompagnement des copropriétés du 18e arrondissement de Paris pour l'Agence parisienne du climat. Ensuite, il y a Solène Kainek, qui est chargée de mission adaptation au changement climatique à l'Agence parisienne du climat, également, qui va vous parler des enjeux et des critères de choix d'une protection solaire. Ensuite, on laissera la parole à Monsieur Dominique Bull, qui est responsable fluide et énergie à la ville de Poissy et qui nous fera un retour d'expérience sur l'installation de protection solaire mobile sur le parc scolaire de la ville de Poissy. Enfin, il y aura Monsieur Rodolphe Bautru, qui est directeur à Norba Copropriété Île-de-France et qui nous fera aussi un retour d'expérience sur la mise en place de dispositifs de protection solaire en copropriété. Et une fois qu'on aura présenté tout ça, donc on passera à une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions dans l'onglet justement questions et réponses et on y répondra à l'oral. Et maintenant, je vais laisser la parole à Solène. Oui, j'enchaîne pour vous dire que ce webinaire, il est présenté dans le cadre du programme Adaptaville, qui vise à outiller les acteurs du territoire sur l'adaptation au changement climatique, sur les projets en cours et à venir sur nos villes, sur la ville dense à l'échelle francilienne. Et avec ce projet, on parle de comment s'adapter autant aux canicules qu'aux inondations, aux risques sanitaires, à la sécheresse ou aux fortes précipitations. C'est un programme qui est à destination des professionnels du territoire, comme par exemple les agents des collectivités, les paysagistes, les architectes, les entreprises, etc.
Et ce dispositif, il existe depuis 2021 et il est soutenu par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, l'ADEME et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, ce programme collectif d'accompagnement des professionnels consiste en l'animation d'événements comme donc aujourd'hui ce webinaire, mais aussi des visites de sites, des ateliers participatifs, et aussi des rencontres pour échanger entre pros et monter en compétences et créer des échanges. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour être tenu au courant des prochains événements. Adaptaville, c'est aussi une plateforme avec des solutions opérationnelles pour adapter la ville dense au changement climatique, pardon. On a plus de 80 fiches solutions avec donc des infos comme des retours d'expérience, euh, informations sur le coût des solutions, des contacts qu'on peut donner, des prestataires, comment est-ce qu'on met en place une solution, quels sont les points d'attention à avoir, les freins, les obstacles. Et c'est des fiches qu'on réalise à partir d'entretiens avec des experts et des recherches. Donc, il y en a plus de 80 sur notre plateforme et il y en a notamment sur la question des protections solaires. Sur notre plateforme, on a aussi donc, des informations sur les aides financières locales, sur un onglet dédié. Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi ces fiches. Et donc, on a enfin des ressources pratiques, comme par exemple des guides et des brochures. Et justement, ce webinaire, on l'a organisé dans le cadre de la publication d'un guide complet sur les protections solaires, donc à l'échelle de la métropole du Grand Paris, avec donc l'idée d'outiller les professionnels sur comment est-ce qu'on choisit des protections solaires. Donc, dans ce guide qui sera publié en juillet, on vous enverra le lien dès qu'il sera publié. On donne des informations détaillées sur le sujet, d'autres retours d'expérience que ceux qui vont être présentés ici, même si donc, ils sont intégrés dans le guide. Et on passe aussi en revue les principaux types de protection solaire. Et donc, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va vous donner donc, premier niveau d'information sur les choix qu'on peut faire en matière de protection solaire, comment on choisit, alors qu'il y a plein de dispositifs qui existent, une protection solaire adaptée à son projet. Et donc, pour ça, après donc, une petite partie théorique, on aura les retours d'expérience, des retours d'expérience locaux. Et à la fin, bah, vous pourrez échanger avec les intervenants, comme on a dit. Donc, je commence avec question, c'est pourquoi installer des protections solaires en rénovation. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a des vagues de chaleur vont être de plus en plus fréquentes, intenses, mais aussi précoces. Je pense qu'on l'a vu récemment avec des premières canicules en mai. Ça nous impacte tous. Et le fait que donc, qu'il y ait des vagues de chaleur de plus en plus tôt et de plus en plus dures à vivre, c'est aussi ça demande de s'adapter euh, sur les bâtiments qui sont autant des lieux refuges que parfois des prisons selon euh, comment on est équipé. Donc, il y a vraiment une urgence à adapter les bâtiments à la chaleur. C'est autant donc un enjeu pour la santé, les gens qui vivent dans leur logement, aussi donc les bâtiments qui accueillent des publics vulnérables comme les écoles, les crèches, les EHPAD, ou encore les bureaux qui sont occupés durant les heures les plus chaudes de la journée. On sait que pendant la canicule de 2003, il y a eu quand même 35% des décès qui ont été relevés au domicile. Donc, c'est un vrai enjeu dans tout type de bâtiment de les adapter à la chaleur. Et c'est aussi un enjeu pour la continuité des activités. Donc, on sait que il y a de nombreux risques autres que, euh, entre guillemets, les risques pour la santé. Il y a aussi les risques d'être plus fatigué, d'être moins concentré. Et donc ça, c'est vrai pour les travailleurs et c'est aussi vrai pour les enfants vont être plus agités, étourdis, qui ont des difficultés de concentration. Et peut potentiellement créer donc des problèmes de discontinuité dans leurs apprentissages parce que ça peut causer la fermeture d'établissements et la perturbation des examens comme là, ça a été le cas récemment. Donc, comment est-ce qu'on adapte ces bâtiments? Il y a plusieurs piliers qu'on peut activer donc, pour lutter contre la chaleur dans les bâtiments. Le premier, ça va être
d'empêcher les apports de chaleur dans son bâtiment. Donc, les apports de chaleur, ils arrivent par les murs, par les toits. Donc, ça, on peut lutter contre ça avec une bonne isolation. Mais ils arrivent aussi donc, par les vitrages. Et c'est là que les protections solaires sont utiles pour empêcher donc, les apports de chaleur par le vitrage. Les protections solaires, c'est une solution, mais c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les combiner avec d'autres solutions, donc comme l'isolation, mais aussi euh, le fait d'évacuer la chaleur, donc avec une ventilation efficace, pouvoir ouvrir ses fenêtres la nuit, ce qui s'appelle la surventilation nocturne. On peut combiner ça aussi à des systèmes de rafraîchissement passifs qui n'utilisent pas ou très peu d'énergie, comme par exemple des brasseurs d'air ou aussi en adaptant ses habitudes, en allant dans les pièces plus fraîches et en limitant les apports de chaleur interne qui viennent, donc, par exemple, par les équipements électroniques, les fours, etc. Donc, là-dedans, les protections solaires, elles ont vraiment, on va dire, un rôle de choix. Euh, pardon, euh, pense- David, tu peux lancer le quiz. Donc les protections solaires, elles ont un rôle de choix parce que c'est vraiment les principaux apports de chaleur viennent par les vitrages. Donc j'espère que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas été spoilé. On vous envoie un quiz. Je propose de répondre sur à quel point vous pensez qu'une baie vitrée exposée au soleil va produire de chaleur. Il y a deux questions. N'oubliez pas de descendre. Ok, moi je pense qu'on doit être beaucoup à avoir répondu, donc je vais révéler. D'ailleurs, donc la majorité avait raison. C'est bien autant de chaleur qu'un radiateur allumé, donc c'est vraiment énorme la chaleur que peut produire une vitre. Donc les protections solaires, elles permettent de lutter contre ça. Ça peut, selon les études, on dit que ça peut aller de -2 à -7 degrés. Bon, mais ça dépend aussi du type de protection solaire qu'on va mettre en place. Donc, il y a plusieurs types dont on va parler aujourd'hui. Il y a celles qu'on place à l'extérieur du vitrage, celles qui sont intégrées à l'intérieur du vitrage ou qui sont des films qu'on pose sur la fenêtre, et celles qui sont donc intérieures. Vous connaissez les rideaux et les stores, et donc les plus efficaces, vraiment celles qui sont à l'extérieur du vitrage parce qu'elles permettent de bloquer les apports avant même qu'ils entrent sur la vitre. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence d'équiper en protection solaire parce que même si elles sont très utiles et que historiquement, il y a toujours eu des protections solaires, elles ne sont pas encore courantes dans tous les logements, par exemple, puisque près de 40% des logements n'ont pas de protection solaire suffisante, malgré leur efficacité. Donc, les protections solaires, c'est vraiment un grand nombre de dispositifs. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a les protections solaires extérieures qu'on peut diviser en deux familles, celles qui sont fixes, qui sont intégrées et des éléments architecturaux intégrés à la façade, comme les brise-soleil, les casquettes, celles qui sont mobiles. Donc là, vous connaissez les volets, les stores, etc. Et donc celles dont on parlait tout à l'heure qui sont intégrées au vitrage et ou intérieur. Donc parmi tous ces types de protection solaire, c'est pas facile de savoir lesquels sont les plus adaptés pour son projet. Donc c'est pour ça qu'on vient vous donner quelques principes pour installer des protections solaires. Nous, la méthode qu'on a développée au sein d'Adaptaville pour choisir sa protection solaire, c'est d'abord de venir analyser son bâtiment et son environnement pour après pouvoir mieux qualifier ses besoins, les besoins des usagers dans ce bâtiment, donc qui ne sont pas les mêmes en fonction de si on est un logement, si on est euh, une école ou un EHPAD, et si ceux qui vivent dedans sont des enfants ou des adultes, si les pièces sont plutôt des pièces à vivre ou des chambres, etc. Et l'idée ensuite, c'est de confronter ces besoins avec les contraintes du bâtiment pour voir donc parmi les protections solaires qui seraient adaptées aux besoins, celles qui collent avec cette typologie de bâtiment, et réfléchir à comment on peut les fixer, comment on peut les installer, et aussi confronter ça avec l'idée de les intégrer architecturalement.
Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là, on a eu un peu comme le cahier des charges un peu du projet. On va pouvoir comparer les solutions qui seraient peut-être possibles entre elles en fonction de différents critères comme le matériau, couleur, les besoins d'entretien, comment on peut concilier la solution avec le confort d'hiver, évidemment le coût et l'empreinte carbone. L'idée, déjà, donc, premièrement, c'est de réfléchir à comment on adapte euh, on adapte au soleil les, les protections solaires et son bâtiment. Donc, en fait, il faut déjà se souvenir que le soleil il varie beaucoup selon les orientations, les heures et les saisons. Donc, là, par exemple, je vous ai mis un schéma de la trajectoire du soleil qui n'est pas la même en hiver et en été. Donc, en fonction de ça, on va pas forcément choisir les mêmes protections solaires selon donc comment le bâtiment il est orienté. Sur les façades sud, c'est des protections solaires horizontales qui sont les plus adaptées parce que le soleil vient d'en haut, alors que sur les façades est-ouest, ça ne va pas être adapté parce que le soleil va venir euh, enfin c'est un soleil rasant qui va venir potentiellement en dessous. Et donc là, on va privilégier des protections solaires mobiles. Là, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est surtout que avant tout projet, il faut faire une étude d'ensoleillement au préalable qui analyse donc les saisons, les heures et en prenant en compte que les canicules arrivent plus tôt que prévu et que il faut aussi prendre en compte les rayons de mi-saison. Donc, regarde fin avril jusqu'à octobre et veiller au bon dimensionnement de sa protection solaire. Donc là, je vous ai mis une photo de l'agence qualité construction où on voit qu'il y a des brise-soleil en casquette qui sont mal dimensionnés puisqu'ils apportent en fait très peu d'ombre juste sur le haut de la fenêtre. Ok, bah effectivement, c'était bien au sud qu'elles sont les plus adaptées. Bravo. Ensuite, donc on continue avec comment adapter la protection à son environnement. Donc, une fois qu'on a regardé un petit peu l'orientation du soleil, donc on s'intéresse à nos façades et donc savoir lesquelles il faut protéger. Et donc, celles qu'il faut le plus protéger, c'est celles qui sont à l'ouest, à l'est, parce que c'est là que la puissance solaire est la plus intense, et aussi au sud, parce que c'est là que l'exposition est la plus prolongée. Euh, il faut aussi regarder le placement des ouvertures pour voir quelles sont les plus exposées au soleil et arriver à qualifier un petit peu le problème de surchauffe. Donc, ceux qui vont être le plus concernés, c'est les étages les plus hauts parce qu'ils ne vont pas bénéficier de l'ombre portée par les bâtiments ou les arbres, qui sont trop hauts. C'est aussi les fenêtres inclinées ou de toiture parce que donc, le soleil tape directement ces fenêtres-là et là, c'est vraiment là qu'il y a une grosse puissance solaire. Et c'est aussi donc en fonction de comment la fenêtre ressort de la façade. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder donc l'ombre portée sur les bâtiments, les masques qui sont à proximité. Donc là, par exemple, on voit que un arbre peut tout à fait servir de masque solaire, donc, évidemment pour les étages plutôt bas, mais par exemple pour une cour d'école, ça peut être aussi une solution d'avoir un arbre qui perd ses feuilles pendant l'hiver et qui les a pendant l'été. Il nous restait une question quiz avant de passer à la slide suivante. Donc une question sur est-ce que les protections solaires peuvent servir à faciliter la ventilation nocturne, puisque maintenant on va parler des besoins, si vous avez bien suivi. Ok, alors là, c'est un peu plus partagé. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question de la ventilation nocturne. Ok. Et ben donc, réponse. Les protections solaires peuvent en effet être utiles pour la ventilation nocturne. Parfois, donc, elles permettent quand on a des freins de type peur des intrusions, notamment donc, ceux qui vivent en rez-de-chaussée, etc., il y a des dispositifs comme les dispositifs fixes qu'on place devant les fenêtres ou les dispositifs mobiles qui permettent de ventiler s'ils sont entrouverts euh, tout en, euh, tout en étant déployés. Donc les protections solaires, elles doivent être fermées la journée quand le soleil il entre directement par la fenêtre, mais c'est important de prévoir quand on réfléchit protection solaire à l'utilisation des fenêtres la nuit pour pouvoir évacuer la chaleur.
Ce qui est important aussi, c'est de réfléchir au niveau de luminosité et d'intimité dont ont besoin les usagers. Donc, les protections solaires, elles servent aussi à créer de l'obscurité dans les espaces de sommeil, mais dans les bâtiments, quand ils sont utilisés la journée, comme les écoles, les bureaux, les salons, c'est important de prévoir des protections solaires qui ne seront pas totalement occultantes, parce que c'est un frein à l'utilisation des protections solaires. Les personnes n'aiment pas vivre dans le noir toute la journée. Donc ça, c'est à prendre en compte sur la question des besoins. Et aussi, donc, c'est réfléchir à la manipulation des protections solaires. Est-ce que donc, c'est des gestions manuelles, comme on ouvre ses volets soi-même quand on rentre chez soi le soir, ou est-ce qu'on va motoriser, voire automatiser la gestion des protections solaires sachant que donc ça peut avoir des avantages de recourir à la motorisation ou l'automatisation pour faciliter l'utilisation, optimiser l'utilisation des protections solaires qui sont plutôt pas utilisées à hauteur de leur capacité et de le faire donc par exemple y compris quand l'occupant il est absent et aussi de rendre accessibles ces dispositifs pour des personnes âgées, pour des personnes à mobilité réduite, etc. Ensuite, l'idée, c'est de confronter ces besoins avec l'enveloppe, le bâtiment qu'on a, et de réfléchir à comment on peut mettre en place ces protections solaires. Euh, L'idée, c'est de s'assurer qu'elles sont bien adaptées, par exemple, au support. Est-ce que les modes de fixation, ils vont pas être trop visibles si je suis dans un contexte où je dois faire attention à l'écriture de la façade? Comment est-ce que je peux fixer mon volet roulant, peut-être sous sous le linteau, etc. Est-ce qu'il y a assez de place, par exemple, pour des dispositifs comme des volets coulissants, pour pouvoir les installer, etc. Réfléchir à est-ce que bah, c'est un bâtiment qui est très exposé au vent euh, ou, ou pas. Voilà. Donc, toutes ces questions. Et, euh, et réfléchir aussi, donc, puisqu'on est en ville dense, où il y a des fortes questions patrimoniales, à la question de l'intégration architecturale et paysagère. Et vous avez bien ça en tête, puisque vous avez répondu à presque 95% à est-ce que l'installation de protection solaire est soumise à une autorisation d'urbanisme. Et effectivement, l'installation de protection solaire, c'est une modification architecturale qui est soumise à autorisation d'urbanisme, donc soit une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire selon la nature des travaux. Et donc, ces autorisations, elles sont délivrées en fonction du règlement local d'urbanisme, le PLU, et des contraintes spécifiques liées aux protections du patrimoine. Donc, par exemple, les secteurs sauvegardés, les sites classés ou inscrits, les abords de monuments historiques, etc. Donc, sur cette question, qui est vraiment centrale, Paris et dans la métropole du Grand Paris, il faut réfléchir à la fois à l'écriture architecturale de sa façade, donc à quoi ressemble juste la façade d'un bâtiment, mais aussi comment cette façade-là s'inscrit dans un contexte urbain, donc notamment quand on met des protections solaires sur rue, et aussi bah, qu'est-ce qui est préconisé, qu'est-ce qui est prescrit de faire, donc sur les teintes, éventuellement les matériaux, la nature des dispositifs etc. Et se demander bien sûr si notre bâtiment n'est pas en secteur protégé, et dans ce cas, s'il ne faut pas euh, respecter des règles en plus. Voilà. Et donc enfin, quand on a un petit peu regardé tout ça, on peut s'intéresser à quelles sont les différentes solutions possibles. Donc il y en a pléthore et je ne vais pas pouvoir toutes les présenter aujourd'hui. On en parlera plus pendant les retours d'expérience. Mais donc il y a celles qui sont fixes et extérieures qui sont vraiment très résistantes et qui font qu'il n'y a pas de manipulation à prévoir. Donc, c'est pratique selon les usagers qu'on a dans son bâtiment, mais qui permettent moins de contrôler la luminosité et qui demandent d'être vraiment bien dimensionnés pour être efficaces et ne pas perdre d'apport solaire aussi en été, puisque la question du confort d'hiver, c'est important. Il ne faut pas que les protections solaires viennent, entre guillemets, gâcher du chauffage gratuit pour l'hiver. Voilà. Ensuite, donc, je pense que vous les connaissez pas mal, c'est les extérieurs mobiles. Donc, il y en a plusieurs sortes enfin, qui sont plus ou moins ajourés, qui permettent de moduler la luminosité. La plupart sont adaptés à toutes les orientations, hormis les storban ou les stores à projection qui sont un peu comme des casquettes mobiles.
Donc, il y a vraiment une grande diversité de modèles. Et sur celle-là, il faut vraiment réfléchir aux questions de luminosité et de manipulation. Et ensuite, donc, il y a aussi donc, celles qui peuvent être intégrées au vitrage, qui peuvent être plus chères parce qu'elles demandent de changer le vitrage. Donc, quand c'est des stores qui sont entre euh, un double ou un triple vitrage ou quand c'est des vitrages à contrôle solaire. Ce qui n'est pas le cas des films qui sont plutôt des solutions moins coûteuses. Et ce qui peut être pratique avec ces solutions, c'est qu'elles sont discrètes et qu'elles ne vont pas modifier l'aspect de la façade. Donc, dans des secteurs protégés, ça peut être aussi de bonnes idées. Voilà, donc pour résumer sur la question des protections solaires, c'est que vraiment, c'est des solutions qui sont indispensables pour l'habitabilité des bâtiments d'aujourd'hui et de demain. C'est aussi donc une, des dispositifs qui sont complexes, parce qu'il faut prendre en considération de nombreux critères, on en a parlé de quelques-uns, mais donc l'architecture, l'orientation, le soleil, les usages, la ventilation, aussi donc la sécurité, l'intimité, etc. C'est aussi des solutions qu'on ne met pas seules, qui sont combinables et qui sont complémentaires avec d'autres solutions, notamment l'isolation et la ventilation nocturne. Et aussi, bah, donc, malheureusement, c'est pas des... il n'y a pas une protection solaire qui marcherait partout. C'est vraiment donc, l'idée de faire un compromis entre différentes solutions. Et voilà, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Bull. Alors, juste avant, on voulait vous proposer un autre petit quiz. On va essayer de faire ça rapidement. Euh, voilà, donc c'est 4 questions, 2 vrais-faux et 2 cas pratiques. Pour les cas pratiques, donc voilà, faut trouver quelles seraient les solutions les plus pertinentes. Donc je pense qu'on peut commencer à y répondre. Donc la première question, c'était vrai ou faux, les volets roulants améliorent l'isolation pour l'hiver. Vous avez répondu majoritairement oui, et oui, c'est le cas. Ensuite, les protections solaires peuvent-elles jouer un rôle anti-effraction? Vous avez aussi majoritairement répondu oui, c'est effectivement le cas. Et donc ensuite, il y avait les cas pratiques. Donc le premier, c'était pour la salle de classe qui avait besoin de nouvelles protections solaires et quelles étaient les solutions qui pourraient marcher. Alors là, Solène, je veux bien que tu me files un coup de main, j'ai oublié les réponses. Pardon, c'est que je vois pas le quiz Alors, en on a live, les mais volets roulants, les volets battants, les store bands, les casquettes et les oui. persiennes. Et les store En zip. fait, pour une salle de classe, c'est un petit peu dur, un cas pratique comme ça. L'idée, c'est de garder en tête qu'il faut avoir de la luminosité et donc c'est plus adapté de réfléchir à, par exemple, des casquettes, des persiennes, des store zip, dispositifs que va présenter Monsieur Bull juste après, que des volets battants ou des volets roulants qui feraient donc que les élèves seraient dans le noir. Après, donc, il n'y a pas il n'y a pas une solution juste, il y a plusieurs solutions qui y sont adaptées. Ok, merci. Et après, le dernier cas pratique, c'était donc pour le cas d'une façade rue d'une copropriété parisienne avec un immeuble type haussmannien. Et quelle était la meilleure solution? Vous avez répondu majoritairement les personnes blanches, mais il y a aussi quelques personnes qui ont répondu les rideaux. Donc la meilleure réponse, c'était les persiennes blanches, parce que ça va bien s'intégrer dans le l'aspect architectural du bâtiment et ça reste une protection extérieure, là où les volets roulants, ça va être plus difficile à mettre en place et les rideaux, ça va être bah, moins efficace que des protections solaires extérieures. Voilà, et bah maintenant on a fini les petits quiz et je vais pouvoir donner la parole à Monsieur Bull pour qu'il nous fasse sa présentation. Oui, bonjour. Dominique Bull, moi je suis responsable de l'énergie à la ville de Poissy. C'est-à-dire que j'ai en charge en fait toutes les questions qui se rapportent au chauffage, à la climatisation, à la ventilation, avec la maintenance et les travaux et les améliorations qui s'y rapportent. Donc j'ai ici également toutes les questions de sobriété, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et puis bien sûr aujourd'hui d'adaptation au changement climatique à gérer sur l'ensemble du patrimoine bâti de la ville.
Donc, je dois en faire, bien sûr, un suivi des consommations d'énergie et puis des bilans. Là, donc vous voyez, donc là, c'est le bilan 2025, donc avec qui regroupe à l'intérieur donc toutes les consommations d'énergie des bâtiments par famille de bâtiments en global avec des comparatifs et puis toutes les actions qu'on mène au fil de l'année. Donc la ville de Poissy, c'est 40 000 habitants. Il y a 120 bâtiments donc de tout type, des grands, des très grandes structures, des écoles, des gymnases, des espaces de quartier. Il y a 110 000 mètres carrés de surface chauffée, 20 000 mètres carrés de climatisés. Donc c'est principalement nos grandes salles, médiathèques, salles de spectacle, Armand Peugeot, qui sont climatisés. La facture globale d'électricité et de gaz, c'est 2,5 millions d'euros pour 14 gigawatts de puissance installée en production. Donc la ville de Poissy on est engagé depuis plusieurs années dans une démarche ambitieuse et vertueuse de contribution à la transition écologique. Donc pour ça, on a mis en place un plan d'action qui s'appelle Poissy Ville éco-responsable, qui est la déclinaison du plan climat de la communauté urbaine à laquelle on appartient, GPSO. Et donc, vous voyez, sur ce tableau-là, il y a 135 actions qui sont détaillées, donc qui sont nommées, décrites, pour lesquelles un pilote est nommé, pour lesquels il y a un budget, il y a des partenariats, et puis on note s'il y a des subventions, par exemple, et puis on note à chaque fois l'avancement du projet. Donc c'est numéroté et ça correspond aux actions du plan climat de la communauté urbaine. Donc moi, j'interviens principalement sur la partie équipement et énergie renouvelable, ressources en eau, mais j'ai des collègues qui travaillent sur plein d'autres choses, des déplacements, l'aménagement urbain, les marchés publics, les services, etc. Les coopérations avec d'autres structures. Donc il y a 135 actions et l'action D6, elle traite de la prévention aux canicules avec plusieurs choses, dont les protections solaires que je vais vous présenter tout de suite. Donc, ces protections solaires, on les a mis en place il y a déjà quelques années. Ça concerne 15 écoles. Il y a 30 000 mètres, donc ces 15 écoles, c'est 30 000 mètres carrés de surface. Ça concerne 4 000 élèves sur la ville. Un investissement de 812 000 euros en TTC. Donc les stores, dont le raccordement électrique, parce que c'est les stores motorisés, ça fait 25% de cet investissement et on en a posé 616 sur toutes les écoles. Donc notre problématique du départ, en fait, c'était, on s'apercevait que les températures devenaient de plus en plus fortes dans les, dans, sur toute l'année, mais principalement aussi sur les périodes scolaires, en mai, en juin, parfois en septembre, des fois en avril déjà, et donc on cherchait des solutions pour éviter un recours à la climatisation, pour pouvoir maîtriser nos budgets d'investissement, ne pas avoir une facture d'électricité qui s'envole et puis des contrats de maintenance très importants. Donc on cherchait en fait une solution qui nous donne un rapport coût-efficacité, avec le meilleur coût et rapport efficacité en offrant une solution pour tous dans un délai assez raisonnable, c'est-à-dire deux ou trois années d'exécution. Donc pour tout ça, en fait, on s'était fixé aussi des objectifs et des seuils de départ. Notre idée, c'était de réduire à 3% du temps d'inconfort au-dessus de 28 degrés à l'intérieur des salles de classe, d'obtenir le maximum d'abaissement de température pour que ce soit supportable, donc, et puis qu'on ait aussi un gain d'économie d'énergie. Et pour ce faire, on a décidé de réaliser des simulations thermiques dynamiques qu'on a confié à la société Altarea sur deux écoles. Donc, ils ont travaillé des simulations sur deux écoles pour nous donner plusieurs scénarios ou plusieurs scénarios d'intervention en listant toutes les pistes possibles pour atteindre nos objectifs.
Donc, il s'est apparu. Donc, sur toutes ces solutions, il y avait des centrales de traitement d'air, il y avait de la végétalisation de toiture, plusieurs types de protection solaire, de l'isolation massive. Il y avait tout un panel de scénarios. Et ce qui est ressorti de tous ces scénarios qui nous permettaient justement donc d'atteindre notre objectif de 3% d'inconfort au-dessus de 28 degrés, c'était des stores extérieurs motorisés avec de la toile à haute performance. Donc, donc de la toile qui a des caractéristiques techniques très précises en absorption, en transmission, et qui est très performante sur ces stores extérieurs. Donc notre objectif, bien sûr, c'était donc ce confort thermique, mais aussi le confort optique. Donc on avait auparavant des stores vénitiens à lamelles, ou alors des rideaux à l'intérieur des pièces. Donc on cherchait quand même quelque chose qui nous offre une transparence et une luminosité à l'intérieur des salles de classe. Ce qu'on cherchait aussi, c'est que, comme on avait ces stores vénitiens qui étaient quand même très très difficiles de manipulation et puis d'entretien, on cherchait un système simple d'utilisation pour les enseignants pour qu'ils puissent manœuvrer et piloter leur store vraiment de façon souple à l'intérieur de leur classe. Et donc la motorisation électrique, pour nous, c'était une évidence aussi. Donc, comme je l'ai dit, bah, les stores vénitiens, on avait de la maintenance énorme à l'intérieur, souvent cassés, souvent bloqués. Donc, on intervenait beaucoup avec nos services techniques de la ville sur ça. Donc, on cherchait aussi un système qui nous offre vraiment une maintenance limitée par rapport à nos anciens stores vénitiens. Donc, pour cela, en fait, comme on avait une solution technique, on a décidé de la tester. Donc, en 2020, je pense que vous vous en souvenez, il faisait très chaud au mois de juillet. Et donc, en mai-juin, on a décidé de faire une façade d'une école maternelle et d'installer cette solution pour la tester. Donc, à l'époque, j'avais des petits capteurs de température qui fonctionnaient sur le réseau LoRa. Et donc, on a pu placer des capteurs à l'intérieur, à l'intérieur des salles où on avait mis en place les stores, et puis à l'intérieur des classes où on n'avait pas. Donc, on a pu constater sur cette période très chaude du mois de juillet 2020 qu'effectivement, on avait un écart de 10 degrés par rapport sur nos salles de classe. Donc, à partir de là, on a été convaincu de cette solution. Et donc, on a décidé de lancer un appel d'offres à grande échelle sur l'ensemble de nos écoles, divisé en tranches, donc sur 2 à 3 années, enfin 2 années et demie, pour travailler pendant les vacances scolaires, les vacances d'été, mais aussi les vacances intermédiaires, et pouvoir en fait développer cette solution de façon assez rapide. Donc, on a fait un inventaire de l'ensemble de de nos besoins. Et puis, on a lancé un appel d'offres, une consultation. Donc, la société qui a obtenu le marché, c'est Storeseas, donc pour sa mise en œuvre. Les stores, c'est des stores Schenker Store. La toile, c'est de la toile satinée 5100 de chez Mermet, en gris blanc. Et puis, l'ensemble de la motorisation, donc les petits moteurs et les télécommandes, c'est du matériel de chez Somfy. Et donc, c'est Altaria qui nous a fait des simulations thermiques dynamiques donc sur les solutions et les caractéristiques techniques. Et puis, les mesures, je les fais faire avec une société qui s'appelle Zero Water. Donc, voilà. Donc là, vous voyez les façades. Donc, ça, c'est l'école des Sablons. On a posé 127 stores. Ça concerne 539 élèves. Donc là, ça, c'est la façade sud-est de l'école élémentaire. Donc là, c'est 150 000 € d'investissement sur cette école.
Et vous voyez, c'est des grands stores, hein. Ils sont, les fenêtres sont très grandes. Et puis, vous voyez donc la photo d'à côté, la transparence, en fait, avec les stores baissés. Donc, c'est vraiment opaque, opaque vu de l'extérieur et transparent vu de l'intérieur. Sur l'ensemble des portes, donc comme on ne pouvait pas installer de store, on a mis des films anti-chaleur. Là, vous voyez une autre école, là c'est l'école Pascal. Donc là, c'est une façade plein sud. Donc il y a 93 stores. Ça, c'est un investissement de 97 000 euros. Donc suivant la grandeur des stores, on peut dire qu'on est autour de 1300 euros TTC, donc fourni, posé, et puis bien sûr avec le raccordement électrique et les télécommandes. Donc là, on voit bien aussi la transparence en fait des stores depuis les classes. Ça, c'est une autre vue. Donc sur l'école Montaigne, il y a 67 stores. Donc vous voyez l'intégration à la façade, hein, c'est quand même c'est assez, c'est assez simple et ça s'intègre bien. Là, on voit les coffres de stores extérieurs ça s'intègre bien aux façades. Donc, y compris à plusieurs types de façades. Là, c'est la Meulière, c'est une vieille école de Poissy, la plus vieille école. Et puis une école des années 70, là, c'est l'école Fournier, où on a des plus petits stores donc, sur la façade sud-ouest. Donc les stores, en fait, ils sont assez résistants au niveau des coups ou au niveau des vents, parce qu'en fait, ils sont intégrés dans des coulisses, ce qu'on appelle des stores zip. Donc, c'est quand même assez résistant au vent. Là, vous voyez les petites télécommandes aussi, donc les petites télécommandes murales qui sont électriques, donc pour piloter les stores. Là, donc, il y a 3 stores dans cette salle de classe. On les pilote un par un. Donc ça, c'est les enseignants qui le font pour le moment. On est en train de réfléchir à des systèmes de domotique parce que on s'est aperçu que, vous voyez, par exemple, des moments comme cette semaine ou la semaine dernière, il faut qu'on s'assure que les stores soient bien baissés partout, par exemple le mardi soir ou à la veille du week-end. Et c'est vrai que si on a de la domotique, c'est quand même plus facile à gérer. Mais puis on réfléchit à ça pour voir si on peut améliorer le confort en pilotant ces stores. Ça pourrait aussi augmenter leur durabilité si on pouvait les relever en période de tempête, par exemple. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Mais bon, bien sûr, ça a des coûts, mais on est en train de regarder ces solutions de domotique. Là, c'est les. Donc, j'ai fait toute une série, on a fait en interne toute une série de mesures également. Donc, avec cette société Zero Water dans un premier temps, puis ensuite, j'en ai fait par moi-même. Donc, pour constater donc un écart assez important de presque 8 degrés. Donc, là, par exemple, sur l'école maternelle Ronsard. Euh, le sujet de la mesure, c'est un sujet qui est vraiment très important parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps de retour. Pour pouvoir faire de la mesure, ben, il faut être prêt, il faut avoir des capteurs, il faut avoir réfléchi à leur position, il faut être prêt au bon moment également. Et, euh, et c'est un retour d'expérience indispensable en fait, mais c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre et et à ressortir tous les résultats qu'on pourrait, qui nous sont nécessaires en fait pour toutes ces solutions à développer. Donc voilà, ouais, c'est les températures que j'ai prises moi-même le 30 juin de l'année dernière à 15 heures dans une école. Donc vous voyez contre la façade, il a fait très chaud aussi le 30 juin, mais peut-être pas autant. Donc il y avait 42 contre la façade. Et en fait, il y avait 28 à l'intérieur des salles de classe. 28,8, vous voyez, 28,8 c'était au rez-de-chaussée, 28,9 à l'étage. Voilà, donc couplé à ça, on cherche aussi à améliorer donc ce confort en venant adjoindre d'autres solutions.
Donc, notre idée, c'est de créer à l'intérieur des établissements scolaires une grande salle fraîche, ventilée. Donc là, on teste, on teste plusieurs solutions de ventilateurs. On a testé des ventilateurs plafonniers sur des salles qui font à peu près 50 à 60 mètres carrés. Et ça fonctionne très très bien. Ça donne vraiment une bonne sensation de fraîcheur. Donc, il faut être situé à 2,50 m de hauteur et c'est des ventilateurs qui ont plusieurs vitesses, ressemblent à des hélices d'avion et c'est vraiment plusieurs vitesses de fonctionnement très silencieux et ça apporte une vraie fraîcheur. Bien sûr, on a aussi, on n'en a pas parlé, mais on a tout un programme de végétalisation des cours d'école, donc qui apporte aussi de la fraîcheur. Hein. Vous voyez, là, c'est l'école Montaigne au centre, là, dont on a végétalisé la cour d'école. Donc ça, on apporte une vraie fraîcheur aussi aux façades hein, en faisant ça. On a des structures d'ombrage également dans les cours d'école. Et puis, on a testé des solutions de peinture anti-chaleur. Donc, on en a plusieurs qui ont été réalisées l'année dernière et on en refait cette année. Et là, effectivement, c'est aussi de très très bons résultats. Période de canicule de l'année dernière, sur la peinture, sur le bitume, on avait 70 degrés et sur la peinture, 35 degrés de- sur la surface. Donc, c'est des solutions qui sont intéressantes. Et puis ensuite, on cherche aussi des solutions de points d'eau. Donc, on a mis en place des fontaines, pas mal à beaucoup d'endroits. On teste des solutions de brumisation et puis aussi d'aspersion ou de rideau d'eau. Donc, c'est toutes des solutions qu'on compte venir ajouter en fait à nos protections solaires. Donc voilà toutes les pistes qu'on étudie et qu'on a réalisées. Donc principalement notre plus grosse opération, hein, c'est les protections solaires extérieures motorisées avec de la toile à haute performance. Super, bah merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et bah maintenant, on va pouvoir laisser la parole à Monsieur Bautru. Euh, alors, je pense qu'il faut... Oui, voilà, super. Voilà. Je vous laisse faire le partage d'écran, Monsieur Bautru. Donc, bon, rapidement, donc moi je suis Monsieur Bautru, donc je suis le directeur de Norba Menuiserie Copropriété. Donc Norba Menuiserie fait du remplacement de menuiserie occultation, port de hall sur des grands ensembles avec des agences dans toute la France. Et moi particulièrement, je travaille en copropriété, donc depuis pas mal d'années sur la rénovation énergétique, de remplacement à la fois de menuiserie, occultation, porte. Et je dirais la majorité du temps, c'est dans le cadre de rénovation énergétique globale, avec des programmes d'isolation thermique extérieure, d'étanchéité, de VMC. Donc on rentre dans dans le cadre de ce programme de travaux. Donc là, le principe d'aujourd'hui, hein, c'est plutôt de parler de tout ce qui est occultation et qui permet aussi de faire de protection solaire. Donc, et on a différents projets qui ont été réalisés, quelques-uns vont être présentés. Donc là, par exemple, c'est une résidence à Saint-Germain-en-Laye, résidence Pereire, qui est une résidence des années 60, qui était équipée de persiennes anciennes en fer, en rez-de-chaussée, et puis en bois en étage sur lesquels une rénovation énergétique a été enclenchée et avec une façade qui est très exposée justement au soleil quasiment du matin jusqu'au soir, donc plein sud. Quand je dis très exposé, le plein sud, c'est pas forcément le plus exposé, mais donc sur lesquels on a été remplacer toutes les persiennes avec une option de projection, comme on voit sur celle du milieu qui a été mise en projection, puisqu'après les occupants peuvent décider de les mettre en projection ou pas en projection, ce qui permet de protéger du soleil tout en laissant rentrer un peu de lumière à l'intérieur du logement. Donc là, sur le rez-de-chaussée, c'est des persiennes en aluminium pour des questions de sécurité. Et en étage, ce sont des persiennes PVC. Euh, c'est aussi pour des raisons économiques et sur des couleurs claires, le PVC fonctionne très bien aussi et prend un petit peu moins la chaleur qu'un matériau métallique comme le rez-de-chaussée qui pourrait surchauffer un petit peu le bâtiment. Donc là, sur une résidence comme ça, donc 60 logements des années 60, il y a environ 300 persiennes qui ont été remplacées avec des persiennes donc, qui permettent de faire de la protection solaire avec ce système de projection. Sinon, on peut passer peut-être au projet suivant. Alors, on est toujours dans le cadre d'occultation, hein.
Après, on pourra parler un petit peu d'autres systèmes qui peuvent aller sur les menuiseries pour faire du contrôle solaire, mais là, les projets proposés en fait sont liés à de l'occultation. Donc là, c'est aussi une résidence qui était des années 60 à Neuilly-Plaisance, de 100, je vais dire une bêtise, de 190 logements, sur lesquels il y avait aussi des persiennes existantes. Là, par contre, le projet était un petit peu plus ambitieux, puisque le principe, c'était de pouvoir intégrer du volet roulant solaire. Alors, quand je dis solaire, c'est du volet électrique, bien sûr, mais c'est l'alimentation de la batterie qui se fait par le soleil. Alors, quand je dis le soleil, c'est plutôt de la lumière, hein, c'est du photovoltaïque, c'est-à-dire que quelles que soient les façades, la batterie se recharge dès qu'il y a un peu de lumière. Avec une fois la batterie pleine, une série d'une centaine de cycles dans le noir où elle pourrait fonctionner, monter, descendre un volet. Donc même chose sur ces volets roulants-là. On peut aussi faire ce système à projection qui permet tout en ayant le volet baissé, de se protéger du soleil tout en continuant à faire rentrer de la lumière. Donc c'est un peu le même principe que les persiennes tout à l'heure, mais là c'est sur du volet roulant, qui est quand même un peu plus pratique à l'utilisation, puisque la demande en copropriété, c'est quand même d'avoir du volet roulant à télécommande, ce qui permet d'éviter d'ouvrir sa fenêtre pour fermer sa persienne. Après, il y a des contraintes architecturales suivant l'environnement de la résidence ABF qui fait que on est obligé parfois de rester en persienne et on ne peut pas passer en volet roulant. Là, ils ont quand même été plutôt bien intégrés dans la façade puisqu'il y a un lambrequin de la même couleur que les parties basses grises, ce qui fait les coffres sont très discrets sur la façade et ça a permis que le projet soit accepté par les services de l'urbanisme. Donc là, forcément, au niveau de la copropriété, hein, l'utilisation plus moderne d'occultation et puis quand même de pouvoir conserver ce système à projection, ce qui fait que en termes de confort, ils y ont pas mal gagné. Alors juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de projets de rénovation énergétique où parfois toutes les occultations ne sont pas remplacées quand il y a une isolation thermique extérieure, mais qu'il n'y a pas forcément des retours d'isolation aux entourages des fenêtres, sur les tableaux. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un projet des fois qui architecturalement, si les occultations ne sont pas remplacées alors qu'il y en a, alors que c'est vraiment ce qui se voit beaucoup sur la façade, n'est pas en globalement, je dirais, terminé. Maintenant, quand on fait les retours d'isolation tableau, forcément, ça implique de remplacer toutes les occultations. Donc en copropriété, on sait toujours qu'il peut y avoir des fois des budgets assez serrés, mais c'est la solution optimale pour bien isoler et pouvoir ramener une harmonie en façade avec les occultations. On peut passer au projet suivant, où là c'est quelque chose alors, qui se fait un petit peu moins en copropriété, mais qu'on commence à faire de plus en plus. Là c'est à Paris, dans le 18e arrondissement, 19e. C'est une résidence de 12 logements dans laquelle en fait on est venu intégrer dans la façade ce qu'on appelle des brises-soleil orientables. Donc, tout à l'heure on parlait de brise-soleil, donc parfois vous avez des brises-soleil fixes qui sont mis sur une façade complète. En général, c'est plutôt sur du bâtiment tertiaire ou des écoles comme le disait Monsieur Bull à la ville de Poissy. Là, le brise-soleil orientable en fait vient remplacer un volet roulant. Alors à l'origine c'était des persiennes, hein, mais plutôt que de mettre un volet roulant classique, là c'est vraiment un volet roulant qui a des lames en plus qui s'orientent. Donc en fonction de l'ensoleillement, de l'exposition, ça permet au propriétaire, à l'occupant de faire pivoter ses lames pour faire entrer encore un peu plus la lumière et puis en jouant sur l'orientation, suivant la hauteur du soleil, de se protéger un petit peu plus des effets de chaleur du soleil. Et ces lames, bien sûr, si elles sont totalement tournées, elles peuvent être fermées et donc dans les pièces de nuit notamment, faire une obscurité totale. Là, comme vous le voyez, on voit pas de coffre, mais c'est parce qu'en fait, au niveau des nez de dalle, en fait, le coffre a été intégré dans la façade, et ce qui nous permet d'avoir, une fois le brise-soleil remonté, vraiment quelque chose de totalement invisible et totalement intégré dans la façade. Ça, c'est pour les trois projets, on parle d'occultation. Alors, donc nous, on fait de la rénovation aussi menuiserie extérieure. Alors, si je reviens aux fenêtres, c'est parce qu'il y a aussi des traitements qui peuvent être faits au niveau des fenêtres, au niveau des doubles vitrages, ce qui a été expliqué tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle des vitrages à contrôle solaire. Donc, c'est quelque chose de très efficace
et qui aujourd'hui est très peu mis en avant au niveau des rénovations énergétiques, puisqu'on raisonne quand même encore beaucoup sur le confort d'hiver, mais pas forcément sur le confort d'été. Quand on voit la semaine qu'on a en ce moment, là, c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace au niveau au niveau justement du contrôle de la chaleur dans le logement par rapport uniquement au traitement du vitrage. Là où il faut faire attention sur ce vitrage-là, et on le voyait tout à l'heure au niveau des expositions, c'est-à-dire que bien sûr côté nord ça sert à rien puisque vous n'avez pas le soleil qui passe. Côté sud, c'est pas forcément là où c'est le plus opportun puisque l'été le soleil est très haut et donc ne tape pas directement sur la vitre, alors que du coup l'hiver, s'il tape sur la vitre, il permet de participer au chauffage du logement. Donc c'est quelque chose de très efficace, mais qu'il faut mettre justement sur les bonnes façades. Alors en général, c'est plutôt ouest, plutôt est, sur des grandes baies vitrées quand elles sont proches d'une extérieure du bâtiment. Et c'est aussi quelque chose qui participe à au confort thermique. Donc aujourd'hui, c'est plutôt proposé en option sur des rénovations énergétiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui pourrait être proposé de façon un peu plus importante aujourd'hui sur des rénovations énergétiques et directement intégré sur les menuiseries qui sont remplacées. Merci. Super. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très bien. Donc là, on va pouvoir passer au moment des questions-réponses. Donc j'invite tous les participants à poser leurs questions dans l'onglet questions et réponses. C'est celui-ci qu'on va privilégier. Et quand vous posez votre question, essayez d'être le plus précis possible pour que on sache à quel slide vous faites référence, à quel sujet. Donc voilà, par exemple, il y a une personne qui demandait qu'est-ce qu'on appelle les protections solaires horizontales et mobiles. Est-ce qu'il y aurait un type de protection solaire qui correspond exactement à ça? Oui. Horizontal, en fait, c'est les protections horizontales, c'est les protections fixes dont on parlait tout à l'heure sur les bâtiments, qui sont en général sur toute la largeur d'un bâtiment, et qui elles, justement, coupent directement l'effet du soleil, alors principalement plein sud, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, quand le soleil est très haut l'été, et par contre l'hiver, quand le soleil est plus bas, bah, du coup, le soleil vient quand même frapper en quelque sorte sur le vitrage pour que la chaleur puisse être transmise dans le logement, pardon. Les mobiles, bah, c'est le dernier immeuble qu'on voyait avec des brise-soleil orientables. Donc ça, c'est des brise-soleil mobiles. Alors soit ils sont uniquement sur une baie, ou soit ils peuvent aussi être mis sur une largeur de bâtiment en casquette, mais avec une orientation possible en fonction justement de la hauteur du soleil. Donc là, c'est plus concerné justement sur les façades est et ouest, comme on le disait tout à l'heure. Ok, super. Quelqu'un se demandait pourquoi est-ce que à l'est-ouest, la puissance est plus intense qu'au sud. C'est peut-être plus pour toi, Solène, cette question. Oui, en fait, c'est parce que donc, quand j'ai dit ça, c'était pour l'été. Parce qu'en fait, donc, comme le soleil, il arrive donc, comme ça sur la fenêtre, d'une certaine manière, la baie, elle est déjà un tout petit peu protégée parce que donc, le soleil lui arrive dessus et pas droit devant. Et c'est pour ça qu'en fait, les façades sud sont encore plus chauffées en mi-saison. Alors, quelqu'un nous a demandé, est-ce qu'il existe des solutions pour éviter que les occultations accumulent de la chaleur? Par exemple, dans un immeuble équipé de persiennes en PVC qui chauffe fortement au soleil, peut-on envisager des solutions comme l'ajout de couvertures de survie sur les persiennes pour limiter cet échauffement? Ce serait des Alors protections solaires. forcément, suivant les matériaux, il y a des matériaux qui accumulent plus de chaleur que d'autres. Alors c'est pas forcément le PVC, justement le plus embêtant en général, c'est plutôt les matériaux métalliques. Quand vous avez des persiennes fer sur des immeubles haussmanniens parisiens, par exemple, ou en aluminium, ce qu'on met des fois en rez-de-chaussée au niveau des persiennes ou même des volets roulants, où là forcément la lame finit par accumuler un petit peu plus de chaleur. Alors sur les persiennes, il n'y a pas de solution particulière. Par contre, sur les volets roulants, en fait, vous avez des lames aluminium qui sont double paroi avec une mousse intérieure. Ça, c'est pour l'isolation d'hiver. Par contre, il y a un traitement possible sur le revêtement de la laque de la lame qui fait que ça fait un effet réfléchissant sur la rayon du soleil. Donc ça, c'est ce qui se fait sur le volet roulant. Donc quand il est fermé, vous avez en fait un traitement qui permet de diminuer en fait l'augmentation de température de l'occultation
Même si c'est vrai que c'est quelque chose c'est un sujet qu'on rencontre assez régulièrement, justement, où là, l'occultation reste fermée. Là, on est sur une semaine de grosse chaleur et en fin de journée, elle peut être vraiment très très chaude. Donc, ça fait une paroi chaude entre l'occultation et la fenêtre. Euh, donc après, il faut peut-être que de nouveaux matériaux encore plus performants arriveront par la suite, mais rien ne vaut un store-toile pour cette partie-là, quoi. Mais quand on fait de l'occultation, enfin, en tout cas, le plus efficace, ce qui chauffe le moins, c'est le PVC, même si c'était un peu le sens de la question, ou alors de l'aluminium, mais avec des traitements particuliers sur les lames. Et sur les persiennes, j'ai pas il n'y a pas de produit, en tout cas dans ce que je connais, qui permet de diminuer cette surchauffe ponctuelle. Et merci beaucoup. J'avais une question, alors c'est peut-être plus pour Monsieur Bull, je ne sais pas si vous êtes là. Si, je suis là. Ok. Donc il y avait une personne qui demandait si vous aviez des retours concernant le vieillissement des stores et le fait de possibles dégradations par des enfants lors de récréation. Ouais. Alors, on a eu enfin une poignée de petits problèmes. Alors en fait, c'est surtout sur les stores qui sont au rez-de-chaussée. Il faut pas qu'il y ait un obstacle, un sac, un cartable oublié, quelque chose comme ça, et le store vient se bloquer dessus et puis il déraille. Donc ça, ouais, effectivement, il faut être vigilant c'est principalement sur tous les stores qui sont au rez-de-chaussée. Ensuite, on n'a pas eu on n'a pas de dégradation notable par rapport à l'utilisation. Après, la durée de vie, ben, on espère qu'ils vont durer le plus longtemps possible, au moins une quinzaine d'années, j'espère. Mais effectivement, je parlais de, de la domotique pour pouvoir en fait prolonger leur durée de vie, mais il y a quand même aussi une partie maintenance. Il faut bien vérifier justement que les coulisses soient bien libres, la toile soit bien tendue. Bon, ça a une petite vérification annuelle. Et puis, bon, il y a les télécommandes, les piles au niveau des télécommandes. Pour l'instant, les plus anciens qu'on a posés, donc ils ont 4 ans. Donc, on a peu de maintenance sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble des stores. Enfin, on a peu de détérioration, quoi, en fait. Ok, merci. Et toujours sur le sujet de l'école, dans une slide, vous parliez des mesures qui avaient été prises à l'intérieur une fois les stores installés. Et est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises avant la pose de ces stores, justement? Et si oui, est-ce que vous connaissez ces mesures? Ouais, alors la différence entre les stores, la température à l'intérieur des classes avec les stores et celle là où il n'y a pas d'occultation, elle est de -10 degrés. Et -1,7 degrés avec, on va dire, les stores vénitiens. C'est les données qu'on a mesurées. Ok, super. Merci beaucoup. Alors là, on a une question sur la toile haute performance. Et donc, est-ce qu'elle ne risquerait pas de perdre ses qualités à mesure qu'elle s'encrasse? Alors, donc la toile, c'est de la fibre de verre tissée. Après, donc effectivement, elle a sa transparence, euh, elle est pas totalement opaque, hein, bien sûr, mais pour le moment, on n'a pas eu besoin d'effectuer un nettoyage sur cette toile, et je vois pas d'exemple sur nos écoles où elle serait salie vraiment. Donc, euh, alors effectivement, après, si elle est sale, si elle est, je sais pas, si elle a beaucoup de pollution, peut-être, effectivement, sa performance ne sera pas la même. Mais pour le moment, on n'a pas la pluie ou les vents l'ont nettoyé, donc on n'a pas eu à se poser cette question-là du nettoyage. Mais je vais en parler aux fabricants, c'est une bonne question. Super, merci. Il y avait une question sur les stores Zip et donc sur leur capacité à faire réaliser des économies d'énergie en hiver et donc bien évidemment quand on les ferme et surtout et la nuit du coup. Alors nous, principalement, on les a posés pour l'été, hein.
bien sûr. Après, effectivement, s'ils sont fermés en plein hiver, oui, ils vont protéger un petit peu le bâtiment des déperditions, mais notre idée, c'est principalement sur l'été et sur la saison estivale, enfin sur les fortes chaleurs, hein, qu'on a installé ces stores. Mais ça, j'ai pas mesuré en fait cette partie-là, c'est-à-dire quel confort ils apportent s'ils sont baissés en plein hiver quand il fait très froid dehors. Mais ça en revient à ce que je disais sur les mesures. On a besoin de mesures et de retours d'expérience mesurés avec des vraies démarches de mesure sur l'ensemble des solutions qu'on met en place, hein. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Si je peux intervenir, de base, de toute façon, un store, c'est vraiment fait pour du confort d'été ou de l'occultation. Il y a il y a très peu de performance au niveau d'isolation thermique d'hiver. Ok, merci beaucoup. Et alors donc là, on nous a posé la question de quel type de store seraient les plus pertinents, les plus intéressants pour des chambres de bonne sur un immeuble type haussmannien. Euh, alors là, sur un immeuble haussmannien, ce qui est autorisé en termes de store, parfois, c'est des stores enroulables, un peu dans le même principe de ceux de l'école, si on parle techniquement d'un store avec une toile. Par contre, ce que n'aiment pas en général les ABF, les architectes de Paris ou d'autres villes, hein, c'est tout l'encadrement avec les coulisses de guidage et en fait le coffre extérieur. Donc la plupart du temps, en fait, et on en voit d'ailleurs sur des vieux bâtiments parisiens, ça se faisait déjà il y a pas mal d'années, on voit ce même type de store, mais qui sont guidés juste avec un petit câble sur le côté, donc qui reste assez discret. Et donc la toile enroulée, en fait, reste elle, visible sous le linteau de la fenêtre. Donc ça prend très peu d'encombrement. Et puis après, bah, bien sûr, souvent c'est une couleur, c'est la couleur de la façade qui doit être respectée, hein, quelque chose d'architectural, ce qui fait que ça permet d'être mis sans avoir cet effet un peu volet roulant avec un caisson et une coulisse qui, bien sûr, sur ce type de bâtiment haussmannien, est totalement refusé. Euh, donc il y a certains bâtiments où c'est autorisé de le faire en extérieur en tout cas, puisque de toute façon, pour que ce soit efficace, rien ne vaut rien ne vaut mieux qu'une occultation extérieure et non pas devant la fenêtre ou pour le soleil, c'est quand même pas tout à fait la même efficacité. Alors là, une autre question sur un des projets en copropriété que vous avez présenté, c'est est-ce que vous auriez le pourcentage de gain énergétique qui aurait été généré par le remplacement des persiennes par des volets à projection? Alors là, le gain énergétique, du coup, on parle de gain d'hiver ou de gain d'été? A priori, gain d'hiver, parce que à ma connaissance, il y a malheureusement pas encore de gain d'été en pourcentage de gain énergétique. Alors, j'ai pas le pourcentage uniquement sur la partie occultation, parce que c'est un calcul, c'est C'est un le calcul global. diagnostic en amont global qui est fait et qui définit qu'est-ce qui rentre en ligne de compte. Alors, d'abord la façade, ensuite les menuiseries, Mhm. l'étanchéité de la toiture, différentes choses. D'ailleurs, dans ce calcul-là, l'occultation rentre en général très peu en ligne de compte. Euh, Même si on nous impose des performances thermiques, alors sur une occultation, c'est une résistance additionnelle qu'on appelle delta R supérieure à 0,22. En fait, je ne suis pas persuadé que dans les calculs de DPE, ce soit vraiment utilisé. Euh, Là, il faudrait plus se retourner vers le diagnostiqueur. En général, si les occultations sont toutes remplacées ou non, c'est justement pour pouvoir permettre d'isoler aussi les retours tableaux qui, eux, par contre, permettent d'optimiser le gain énergétique. Ok, merci. Euh, Ensuite, on a une question sur les sorts verticaux et est-ce qu'ils seraient compatibles avec la mise en place de volets roulants sur une même fenêtre? Et donc ça serait pour pouvoir choisir l'une ou l'autre de ces solutions selon les moments de la journée, donc selon l'ensoleillement. Alors, aujourd'hui, les systèmes de store ou de volets roulants, en fait, sont intégrés dans le même type de mécanisme. Donc, soit vous pouvez faire, bien sûr, un store ou un volet roulant et en ayant le même aspect extérieur, mais on peut aussi mettre dans un même coffre un volet roulant et avoir aussi une solution de store qui est aussi intégrée dans le même coffre. Donc, par contre, vous avez deux, du coup, de chaque côté, vous avez deux systèmes de guidage, puisqu'il y en a un dans lequel va descendre le volet roulant et un autre dans lequel va descendre le store. Euh, alors, on réalise une résidence actuellement à Poissy.
alors là, c'était de l'optionnel pour certains copropriétaires, mais de base, tous les volets roulants étaient intégrés et ont été remplacés, pardon, en solaire. Et il a été proposé pour ceux qui voulaient se payer le surcoût, justement, d'intégrer un store. Alors, ça peut être soit un store, soit juste une moustiquaire, parce que c'est aussi un petit peu la demande de la moustiquaire dans certains endroits. Mais donc quelque chose d'enroulable et qui va descendre aussi. Et les deux peuvent être descendus. Donc, bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, les deux sont indépendants, les deux systèmes sont indépendants, ils sont dans un même coffre intégré, donc posés dans le même produit. Donc ça commence à se faire de plus en plus. Voilà. Après, ça prend un petit peu plus de place dans la façade, puisque dans le coffre, il faut intégrer la taille du volet roulant, enfin, du tablier qui monte, et aussi la taille de la toile, donc qui est en général assez fine. Ok. Euh, et alors, donc là, une question sur les persiennes en bois. Et donc, bien sûr, ça impliquerait un coût qui serait plus élevé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un avantage par rapport au confort lié à ce type de persienne? Et est-ce que ça existe, ce type de protection solaire? Alors, la persienne en bois se fait encore. Alors, on a quasiment jamais de demande. En fait, les seules demandes, c'est vraiment quand sur certains secteurs où. Alors, quand on parle de persienne, on parle sur de persiennes repliables, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui pensent persienne, c'est des petits volets qui se mettent devant les fenêtres haussmanniennes, hein. Donc, je ne sais pas exactement quel est le sens de la question. Mais en tout cas, des persiennes repliables se font toujours en bois. Pour autant, enfin, en rénovation globale, moi, j'en ai jamais fait. On est sur des coûts importants et aujourd'hui, bah, les copropriétaires, les copropriétés ne souhaitent plus avoir trop d'entretien. Donc c'est vrai que le bois fait un peu peur à tout le monde, même si aujourd'hui, on a quand même des garanties de tenue de peinture de 10 ans sur pas mal de produits, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Ça existe en tout cas, mais en tout cas, nous, on n'en fabrique pas, donc je vais pas forcément être de très bons conseils là-dessus, mais c'est sûr qu'on parlait, on parlait de surchauffe du produit tout à l'heure. Ça chauffera moins vite qu'une persienne PVC ou qu'une persienne métallique. Alors là, on a une question plus sur les écoles de Poissy. Donc, il y avait une expérimentation des ventilateurs dans les salles de classe et la personne voulait savoir s'il s'agissait d'un ventilateur par salle ou bien plusieurs et quel était le coût moyen lié à ces ventilateurs. Alors, pour le moment, on a deux salles. C'est pas tout à fait des salles de classe, mais ça y ressemble en termes de surface. Donc, il y a deux ventilateurs qui sont posés par salle. Donc, c'est nos deux tests. Il y en a un qui se trouve dans un ALM et puis l'autre dans une école. Et donc, c'est nos deux premiers tests. Donc, le prix, il faut. Alors, ça dépendra évidemment de la surface ou du raccordement électrique, s'il est facile à faire, et puis du type d'accroche, si c'est facile à accrocher aussi. C'est entre 3 000 et 4 000 € par salle. Et il y a deux appareils, il y a deux ventilateurs. Ok, Donc pour le moment, on en a posé, on a fait deux classes et puis un autre plus grand. Et donc notre idée, c'est de regarder son efficacité, de bien tous se mettre d'accord. Et si effectivement on s'aperçoit que c'est très efficace ou ça nous donne bien les résultats attendus, ben on développera certainement. Mais pour le moment, c'est des tests. ok, très bien, merci. Alors, une personne aurait consulté des artisans qui disent que les doubles vitrages actuels sont déjà assez performants quand on leur parle de contrôle solaire. Et donc, est-ce que d'après vous, c'est un manque de remise en question des artisans face aux nouveaux produits ou est-ce vraiment un gadget? Et est-ce qu'il y a des études indépendantes sur le sujet? Alors, c'est vraiment pas un gadget, hein. Alors, c'est vrai que quand on intervient dans des copropriétés où il y a un double vitrage assez récent qui a été remplacé de façon indépendante du copropriétaire, euh, on incite rarement au copropriétaire de le remplacer puisqu'il a déjà investi depuis un certain temps. Par contre, le vitrage contrôle solaire, c'est une vraie différence quand même. C'est pas juste un gadget. Avec un double vitrage classique, on laisse passer environ 65% de la chaleur extérieure, alors qu'avec un double vitrage à contrôle solaire, on laisse passer 35% de la chaleur extérieure, donc en gros deux fois moins.
Euh, donc c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Ça, on ne change rien au niveau de la fenêtre. La fenêtre va rester la même, c'est vraiment uniquement sur le vitrage que ça se joue, que ça se joue. Mais c'est pas du tout un gadget, c'est pas du tout un gadget, hein. Mais par contre, en général, quand on fait ça, ça engendre de changer la fenêtre. À moins que les fenêtres soient très récentes, c'est très rare que l'artisan qui vienne va vous dire, je vais juste vous remplacer les deux vitrages, mais sans toucher au reste si vous avez fait des fenêtres de façon pas très récente. Et du coup, est-ce qu'on perd pas de l'apport solaire en hiver? Si justement, c'est pour ça qu'en termes d'exposition, euh, on pourrait se dire, bah, il faut mettre du vitrage justement contre l'océan plein sud parce que c'est là où il fait le plus chaud. Mais en fait, l'été, le soleil est très haut au niveau quand c'est plein sud. Donc en fait, il ne tape pas directement sur le vitrage ou très peu. Alors que l'hiver, il est plutôt bas sur la façade sud. Donc là, c'est pour ça qu'on conseille plutôt de faire sur les façades est ou les façades ouest. Alors la principale, c'est la façade ouest qui reçoit en général le plus de chaleur le soir, mais aussi les façades est peuvent être utiles. Le sud, s'il n'y a vraiment pas un inconfort énorme, il vaut mieux enfin, si l'hiver on a besoin de l'apport de chaleur, justement, c'est ça que je voulais dire, il vaut mieux rester sur un vitrage classique. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait des copropriétés qui installent des protections solaires sans forcément être dans une rénovation globale? Et dans tous les cas, et peu importe le nombre de protections envisagées, est-ce que ça se vote en AG? Le, Ça dépend bien sûr des règlements de copropriété dans les résidences. Les fenêtres, elles, restent des parties privatives. Tout ce qui est occultation, en fonction des copropriétés, parfois l'occultation fait partie de la façade, donc fait partie des parties collectives. Alors, pour autant, des fois, les copropriétaires, bien sûr, d'eux-mêmes se disent je vais remplacer ma persienne ou mon volet si besoin, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être voté. Après, de toute façon, après, bon, ça dépend des règles de majorité. Donc, je ne connais pas exactement les règles de majorité sur ces parties-là. Je suis pas syndic, mais il peut très bien y avoir un vote qui dit bah, on remplace toutes les occultations sans rentrer dans un programme de rénovation énergétique. De la même manière qu'on peut faire un ravalement sans faire de la rénovation énergétique. En fait, tout peut se voter. Après, ce sont juste des règles de majorité en fonction des types de travaux, ou des fois c'est des majorités simples ou des majorités plus importantes. Merci. Et donc là, une autre question. Donc là, c'est plus pour Monsieur Bull par rapport à la ville de Poissy. Donc pourquoi est-ce que vous avez posé des stores raccordés électriquement sur secteur au lieu de stores à motorisation solaire? Et qu'en est-il du coup par rapport à ces solutions? Alors le coût du raccordement électrique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 25% du coût total que j'ai donné, hein, sur les 812 000 euros. Le coût du raccordement électrique c'est 25%. Effectivement, il faut aller au tableau des étages, il faut tirer des câbles, mais de toute façon, techniquement, je ne vois pas comment on aurait pu le faire. Euh, on cherchait une solution pilotable par l'enseignant, donc pour nous, c'était évident qu'on fasse des stores motorisés électriques. Donc c'était vraiment notre solution de base qui correspondait à notre désir de donner à l'enseignant le pilotage de sa classe, en fait. Ok. Euh, et donc là, c'est une question sur les films solaires. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce qu'ils valent? Et est-ce qu'ils peuvent altérer la performance du vitrage en hiver? Alors, il peut être mis du film solaire sur les vitrages. C'est une solution plutôt assez efficace, mais c'est vrai il faut vraiment que ce soit installé par un professionnel parce qu'il faut que le vitrage soit vraiment bien dégraissé, bien nettoyé et après pour bien mettre le film et qu'il ne s'altère pas dans le temps, parce que sinon il va finir par se décoller et c'est pas esthétiquement c'est pas très beau. Et après vous avez en fait vous avez tout un tas de catégories de films avec tout un tas de performances différentes. Donc il y en a qui vont être très performants pour le soleil, d'autres un petit peu moins. Il y en a c'est pour l'occultation, d'autres c'est pour avoir des effets miroirs. Donc en fait il existe des références de films qui viennent se mettre sur de vitrage. Euh, je dirais au moins une bonne centaine différentes, mais qui va être plus ou moins pour de la protection solaire ou de l'intimité tout simplement.
Donc ça fonctionne aussi assez bien. Forcément, si vous perdez, j'ai la même chose que tout à l'heure, hein, si vous perdez un peu l'apport du soleil, suivant l'exposition, bah forcément, vous allez perdre un tout petit peu du gain énergétique d'hiver. Il faut, en fait, que ce soit le traitement du vitrage ou le fait de mettre des films, euh, en amont du projet, il faut quand même bien étudier les orientations pour trouver le bon compromis. Ouais, c'est ça. Il faut bien regarder les fiches techniques et bien comparer tous les coefficients qui sont donnés et puis les pourcentages de transparence, etc. Parce qu'il y a beaucoup, comme vous le disiez, il y a beaucoup de types de films et il faut bien choisir celui qui correspond au projet et puis bien le comparer avec plusieurs fabricants, en fait, les caractéristiques techniques. C'est vrai on commence à parler de plus en plus de justement de protection solaire par rapport à l'inconfort d'été. C'est vrai que jusqu'à présent, enfin moi qui fais de la rénovation énergétique en copropriété depuis plus de 15 ans maintenant, on raisonne uniquement avec les DPE pour tout ce qui est consommation hivernale et jamais le confort d'été. Donc on espère que justement ces diagnostics évolueront pour intégrer aussi cette partie-là pour que justement on ne travaille pas uniquement sur le confort d'hiver, mais qu'on puisse aussi euh, faire l'interaction avec le confort d'été. Je pense que la réglementation va évoluer en ce sens, mais c'est sûr qu'il ne faut pas perdre de temps, puisque quand on voit les semaines qu'on a là, si on ne le fait pas par bon sens, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui incite vraiment les copropriétés à réfléchir à cette problématique. C'est un peu l'objet Euh, du webinaire, là, du coup, pour que tout le monde prenne conscience, ça c'est sûr. Ok, merci. Et donc pour en revenir au sujet des stores qui sont soit raccordés électriquement sur secteur ou alors qui sont motorisés solairement, est-ce que vous avez je sais pas, des critères qui permettent de déterminer lequel des deux serait le plus intéressant en fonction de tel ou tel projet? Euh, alors, pour le solaire, pour la motorisation solaire, bon, il y a quand même un petit peu le critère d'exposition, mais comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a de la lumière, la batterie se recharge, donc c'est pas une problématique. En fait, il n'y a pas de meilleure solution l'un ou l'autre. Le seul inconvénient, si on en revient aux écoles de Poissy, quand vous êtes dans un logement, vous avez euh, dans un logement même 6 ou 7 occultations, allez maximum jusqu'à 10. Donc pour le pilotage en solaire, c'est assez simple. Si je pense, même si je connais pas forcément les projets qui ont été faits à Poissy, mais la problématique aussi de faire du solaire, c'est qu'après, pour la domotique, c'est plus compliqué que de faire du filaire quand vous groupez des classes, que vous avez beaucoup de stores sur une même classe, que vous les fermez tous les volets en même temps. En solaire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que le filaire reste majoritaire. Aujourd'hui, dans de la rénovation en copropriété, on peut faire du solaire partout. À partir du moment où on n'a pas une domotique compliquée derrière, si vous avez 7-8 volets dans un même logement, vous pouvez les grouper dans le fonctionnement, les faire fonctionner par application, que ce soit en filaire ou en solaire. Mm. Le seul inconvénient du solaire, c'est que on parle beaucoup de batterie, de durée de vie de batterie. Euh, Elles ont une garantie aussi longue que le volet roulant électrique raccordé, mais par expérience, malgré tout, les batteries, bah, il y a des chances que certaines puissent être à remplacer au bout de 7, 8, 10 ans, alors que le volet raccordé, lui, il y a plus de chances qu'il fonctionne sans problème jusqu'à 15-20 ans. Alors quand je dis qu'il faut remplacer une batterie, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer le volet, hein. C'est assez simple de remplacer une batterie, mais c'est sur cette partie-là où malgré tout, ça peut avoir ce défaut, quoi. Mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin de tirer de câble dans le logement, donc c'est tout de suite beaucoup plus confortable, beaucoup plus esthétique, et puis vous consommez pas d'électricité, même si un volet roulant consomme très peu de toute façon. Ouais, c'est vrai que les questions de maintenance, elles sont vraiment importantes, hein. Alors après, il y a aussi, il y a aussi quelque chose d'esthétique, c'est que dans les projets qu'on a vus, notamment le dernier, euh, le, le- toute la partie occultation vient se mettre à l'intérieur d'un coffre qui est invisible. Donc, il y a pas de cellule photovoltaïque qui est sur la façade. Alors que dès que vous faites du solaire, enfin donc du photovoltaïque, forcément, il faut que la cellule qui est un rectangle noir hein, soit intégrée quelque part architecturalement. Donc parfois, ça peut être ça aussi qui pose problème au niveau des projets, au niveau des ABF, justement de dire, bah non, moi je veux pas qu'il y ait
qui est une tache noire au-dessus de chaque baie, enfin une tache façon de parler, hein, mais un rectangle au-dessus de chaque baie sur la façade. Donc c'est aussi pour ça parfois que ça ne se fait pas en solaire. Mais, euh, mais sinon, ça fonctionne dans tous les cas, hein, dans tous les cas. Très bien, merci. Là, on arrive à la fin de notre webinaire, donc je vais vous poser encore une ou deux questions. Et après, malheureusement, il faudra y mettre fin, parce qu'il était prévu jusqu'à 18h30. Donc là, une première question que je vois, c'est quelles sont les différences de performance entre Store, Zip et Brise Soleil orientable, et lesquelles peut-on poser sur des vitres double hauteur, donc entre parenthèses 2 étages. Euh, c'est plutôt une bonne question. Alors, la différence de performance, voilà, j'ai pas de chiffres, hein, j'ai pas de chiffres à donner. Ça dépend aussi, bien sûr, du traitement de la toile, puisque dans les toiles solaires, il existe des toiles qui sont justement faites pour maximiser la protection solaire, comme ce qui a dû être posé à Poissy. Et après, quand le store est descendu jusqu'en bas, forcément, il protège toute la baie. Le brise-soleil oriental, il fait de l'ombre, mais il y a toujours un peu de rayon du soleil qui passe. Donc c'est pas tout à fait le même objectif. Après, l'avantage du brise-soleil orientable, c'est qu'il va pouvoir faire une occultation totale. Et à partir d'une certaine hauteur, en termes de rigidité, parce que là, du coup, on parle, je pense, d'éléments de grande hauteur, le store aura ses limites, notamment dans sa durée de vie par rapport à sa résistance au vent, suivant la largeur et la hauteur de cet élément vitré à protéger, quoi. Ouais, c'est deux solutions très intéressantes. Nous, on a les deux cas à Poissy, avec du brise-soleil orientable piloté aussi. Et puis là, les solutions en toile. C'est deux solutions très intéressantes. Les, les, c'est pareil, je n'ai pas de mesures précises sur, sur les performances à l'intérieur. Euh, Par rapport au brise-soleil orientable, ça je ne l'ai pas, mais effectivement, le brise-soleil orientable, on peut choisir sa position. Il peut apporter plus de lumière, plus de transparence si on le met, si on le met semi-ouvert. C'est deux solutions très intéressantes. C'est ensuite, je pense que pour des, il faut regarder la configuration des bâtiments en fait pour pouvoir choisir. Et puis l'utilisation et les gens qui sont à l'intérieur. Donc c'est au cas par cas en fonction des projets. Alors une dernière question, donc c'est par rapport à l'importance du choix des matériaux dans les protections solaires et de leur couleur. Donc à quel point c'est important, enfin dans le choix des occultants. Et est-ce que vous pourriez du coup faire un espèce de classement des meilleurs matériaux entre guillemets pour des occultants entre le PVC, le bois, le métal. Ok. Alors déjà, si on parle de couleur, ça a un impact vraiment important sur l'efficacité de la protection solaire et de l'occultation. On est alors pas sur les rénovations d'Île-de-France, hein, mais on a vu quand même beaucoup de pavillons poussés depuis 10-15 ans avec des fenêtres gris anthracite, des volets roulants gris anthracite, des portes d'entrée gris anthracite. C'était pas forcément la meilleure des idées, puisque le revers de la médaille, c'est justement que la couleur foncée absorbe beaucoup la chaleur et forcément finit par la restituer un petit peu à l'intérieur du logement, voire fait que les matériaux se dilatent plus ou moins. Alors quand vous êtes sur de l'aluminium ou du métal qui se dilate beaucoup, vous avez aussi des problèmes de fonctionnement. Donc c'est sûr que plus vous prenez une couleur claire, plus sera efficace l'occultation. Après, au niveau matériaux, celui qui va moins conduire la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur, c'est le PVC. Mais après, on est vite limité en dimension totale, en coloris aussi, hein, puisque PVC, vous avez du blanc et puis un peu de couleur beige clair ou gris clair. Donc, suivant l'architecture du bâtiment, ça peut être limité. Ensuite, forcément, tout ce qui est matériaux métalliques va absorber un peu plus la lumière, même si maintenant, il y a sur tout ce qui est volet roulant, en tout cas, il y a des traitements justement sur les lames qui fait que c'est un traitement renforcé pour le confort d'été. Donc ça reste. Donc il y a pas de règle, il y a pas de règle définie, mais c'est sûr que les matériaux métalliques absorbent beaucoup plus la chaleur et d'autant plus si on est sur des couleurs foncées. Un PVC, pourquoi il n'y a pas de PVC en couleur foncée? C'est parce que justement
la chaleur ferait qu'il rentrerait en déformation, puisque c'est plutôt un matériau assez souple. Donc quand il chauffe trop, il a tendance à se déformer. Alors pas l'aluminium ni l'acier qui va retrouver sa dimension classique, sa forme normale quand ça va refroidir un peu, mais qui va forcément absorber beaucoup de chaleur. Donc c'est plus la couleur que le matériau qui est en jeu là-dessus. Donc quand il n'y a pas de choix architectural et que c'était des persiennes bois, couleur bois, et ben, le matériau foncé est parfois remis parce qu'elles ne sont pas toutes remplacées. Donc par contre, quand on a l'occasion de pouvoir voter un vote global de remplacement d'occultation, que ce soit persienne, volet roulant euh, ou store, l'idéal c'est quand même de pas inventer n'importe quoi et de faire de la couleur claire justement pour que ce soit encore plus efficace. Ok, donc du coup, juste sur sur les protections solaires, entre le métal et le bois, du Alors coup, est un peu plus intéressant. le plus isolant sur la protection solaire, ce serait le bois. Ensuite le PVC, ensuite le métal. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on fait plus beaucoup Ouais. d'occultation en bois, à part du volet battant. Et, euh, et après, bah, en termes de couleur, c'est que plus vous êtes sur du foncé, plus moins ça protégera du soleil, quoi. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour vos présentations et pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je vais mettre fin au webinaire et après, donc dans quelques jours, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée Merci, au revoir. et au revoir. Et bientôt, vous pouvez Merci. retrouver toutes ces infos sur notre guide qui sortira en juillet. Et en attendant, sur la plateforme Adaptaville, on a 3 fiches solutions sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à les consulter.